Alors que certains médias internationaux et une certaine communauté internationale présentent le régime Bazoum comme étant un pouvoir démocratique. Et avec vous, on est en train de découvrir tout le contraire. Il faut savoir que les médias internationaux occidentaux ou pro-occidentaux sont des médias qui agissent en fonction des intérêts de leur pays. C'est des médias manipulés. Ils ne sont pas indépendants, ils ne disent pas la vérité. Le régime de Bazoum était un régime démocratique pour eux, dans la mesure où c'est le régime qui leur permettait de venir faire ce qu'ils veulent chez nous. C'est le régime qui les accueillait à bras ouverts alors qu'ils venaient commettre des bourdes chez nous. C'est le régime à qui il donnait la parole pour mentir à la communauté internationale et ne pas dire la réalité du peuple nigérien. Alors, une menace d'une intervention militaire au Niger. Comment est-ce que le peuple nigérien perçoit cette menace? Comment vit-il cette menace et comment il s'y prend? Nous sommes chez nous, nous sommes un peuple souverain et il y a d'autres États qui nous menacent effectivement. Donc, nous nous préparons pour faire face à cela. Le peuple est plus que mobilisé que jamais. Nous avons un effectif assez énorme de militaires et nous avons une jeunesse qui est prête aujourd'hui à se sacrifier pour la patrie. Donc, quand vous regardez la situation, le peuple vit ces menaces et ces menaces de manière même positive, je dirais. Parce que nous étions en train de perdre quelque chose, c'est-à-dire l'unité nationale, et cela a permis de ressouder les liens aujourd'hui. Euh, il y a des brigades de veille la nuit sur les ronds-points. La jeunesse est mobilisée chaque jour. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Teler TV. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui porte encore sur le Niger où nous sommes avec Maïga Moulaye. Bonjour Maïga. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Telar TV. Vous êtes secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja Niger, dont le président est incarcéré, jusqu'à présent arrêté sous Mohamed Bazoum. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais quelle est l'atmosphère globale qui règne actuellement à Niamey plus de 3 semaines après le renversement du régime Bazoum? Alors, merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui sur votre plateau. Mon nom est Mega Moulay Lamine, je suis étudiant en sciences politiques et secrétaire général de la Ligue panafricaine UMOJA, section Niger. L'atmosphère est calme, est calme, nous sommes sereins, nous sommes mobilisés derrière le CNSP aujourd'hui, nous sommes avec ceux que les médias occidentaux appellent les putschistes. Nous sommes vraiment avec eux et ils ont le soutien du peuple. Il faut savoir que le peuple est prêt à encaisser et nous allons encaisser parce que nous savons que c'est le prix à payer pour la liberté. Alors vous dites l'atmosphère est calme alors que tous les projecteurs du monde entier sont tournés vers Niamey vu la situation qui y règne. Et vous nous dites que l'atmosphère est calme comme si rien n'a changé, c'est cela? Oui, il n'y a pas eu un grand changement. Certes, il y a eu des sanctions économiques, il y a eu des menaces même militaires, mais il y a eu quelques événements, mais je peux vous garantir que l'atmosphère est calme. Les Nigériens vont à leurs occupations et cela n'a pas changé notre train de vie. Actuellement, les Nigériens sont plus soudés que jamais parce que ce qui a eu à se passer dernièrement et ces derniers jours, ces dernières semaines a fait que le peuple aujourd'hui est soudé et uni comme un seul homme derrière vraiment le CNSP. Alors que dans le même temps, évidemment, les gens s'inquiétaient des sanctions qui ont été infligées au Niger, des sanctions, d'aucuns diraient d'ailleurs, injustes et criminelles. Alors, est-ce qu'on peut rester un moment sur ces sanctions pour nous rappeler concrètement de quel type de sanctions subissez-vous aujourd'hui? Les sanctions sont nombreuses. On peut surtout parler des sanctions les plus importantes, les sanctions économiques de la CEDEAO et la communauté internationale. On a aussi la suspension des aides qui, de toute façon, nous, on a toujours fustigé le fait d'être toujours aidé et sans pouvoir se développer. Les sanctions ont eu des effets quand même sur la population, mais celle-ci est restée soudée. Par exemple,
on a eu les prix de certains produits qui ont augmenté lorsque les sanctions sont tombées. Et il y a aussi le retrait au niveau des banques qui a été plafonné. Dans certaines banques, c'est plafonné et dans d'autres, on ne pouvait même pas retirer. Je me rappelle, j'étais dans une banque de la place pour prendre de l'argent. On me dit que on ne peut plus retirer de l'argent sauf par carte magnétique et c'était plafonné à 50 000 francs. 50 000 francs, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, c'est insignifiant. Donc, les sanctions ont eu cet impact-là sur la population, mais la population a compris aussi qu'elle doit rester soudée, parce que c'est le prix à payer pour la liberté. Il y a aujourd'hui la fermeture des frontières aussi, qui est tombée comme sanction de la CEDEAO, mais le Niger aussi a appliqué le principe de réciprocité dans les relations internationales. Vous voyez, aujourd'hui, les sanctions ne sont pas uniquement néfastes pour nous, mais aussi pour certains pays, parce que les Nigérians aussi se plaignent de certains problèmes, surtout au niveau des frontières. Je rappelle que le Niger partage une frontière assez large avec le Nigeria et nous importons beaucoup de produits à travers le Nigeria. Le Niger est un pays d'importation massive, donc c'est normal qu'il y ait des impacts. Mais cela n'a pas quand même changé notre train de vie. Au contraire, cela a permis au peuple d'être soudé et de comprendre qu'il doit évoluer vraiment dans cette perspective pour quelques temps. Alors, il y a tout de même un paradoxe que nous avons noté, c'est que le Nigeria produit de l'uranium qui fournit d'ailleurs une bonne partie de l'électricité pour la France et que le Nigeria, curieusement, lui-même a des sérieux problèmes d'électricité. Et donc, pour compenser cela, vous vous ravitaillez bien entendu par le Nigeria, c'est cela. Et parmi ces sanctions, il y a eu entre-temps coupure d'électricité par le Nigeria. Comment vous avez vécu ça et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Est-ce que ça a été rétabli? Effectivement, le problème de l'électricité, il est là, même avec l'électricité que le Nigeria nous fournissait depuis des dizaines d'années. Nous avons toujours eu des problèmes d'électricité. Et effectivement, le Nigeria avait coupé son électricité, même si officiellement, ce n'est pas ce qui est dit. Le Nigeria avait coupé l'électricité et nous avons eu d'intenses coupures pendant un bon moment, pendant quelques jours. Et figurez-vous que déjà les Nigériens sont habitués à cela. Les Nigériens je me rappelle pendant le mois de Ramadan, c'était des coupures intenses parce qu'il y avait un problème sur la ligne du Nigeria de Birnin Kebi. Donc les Nigériens sont assez habitués, mais on a eu d'intenses coupures quand même pendant quelques jours. Mais actuellement, on est en train de faire face à cela et il y a de moins en moins de coupures d'électricité parce que là, actuellement, je vous parle, on a l'électricité et la coupure ne dépasse pas une ou 2 heures par jour. Et ça, les Nigériens sont déjà habitués à cela, même avant les sanctions de la CEDEAO. Le problème de l'électricité va être résolu bientôt et je pense que le peuple a déjà l'habitude, donc nous allons supporter cela. Alors, dans cette série des sanctions, il y a également une imminente intervention militaire et ça fait parler au-delà des frontières avec un positionnement, disons, une configuration géopolitique qui inquiète désormais. Nous avons entendu dire l'Allemagne qui s'opposait à cette intervention militaire, l'Italie également. Bon, du côté des États-Unis, on est un peu tempéré. Et il y a eu également la Russie qui s'est opposée à cette intervention militaire. Mais du côté de la France, là-bas, le son qui remonte, c'est tel qu'il faut aller coûte que coûte vers une intervention militaire avec quelques chefs à l'État, bien entendu, de la CEDEAO, s'il faut appeler ça comme ça, parce que finalement, la CEDEAO qui compte plus de 10 membres, il y en a à peine 4 ou 5 qui seraient des va-t-en-guerre. Alors, une menace d'une intervention militaire au Niger. Comment est-ce que le peuple nigérien perçoit cette menace? Comment vit-il cette menace et comment il s'y prend? Le peuple nigérien a bien reçu ces menaces. Effectivement, nous sommes chez nous, nous sommes un peuple souverain et il y a d'autres États qui nous menacent. Effectivement, donc nous nous préparons pour faire face à cela. Le peuple est plus que mobilisé que jamais. Et techniquement, quand vous faites des calculs, on ne peut pas nous attaquer. Les pays qui disent aujourd'hui qu'ils sont prêts à donner les militaires pour nous attaquer ne peuvent pas nous attaquer
nous avons un effectif assez énorme de militaires et nous avons une jeunesse qui est prête aujourd'hui à se sacrifier pour la patrie. Donc, quand vous regardez la situation, le peuple vit ces menaces et ces menaces de manière même positive, je dirais, parce que nous étions en train de perdre quelque chose, c'est-à-dire l'unité nationale, et cela a permis de ressouder les liens aujourd'hui. Euh, il y a des brigades de veille la nuit sur les ronds-points. La jeunesse est mobilisée chaque jour. Chaque semaine, il y a pratiquement des manifestations pour soutenir le CNSP et les autorités qui sont en place aujourd'hui. Il y a des entreprises et des personnes qui donnent de l'argent en espèces, qui donnent de l'argent, qui donnent des aides pour qu'on puisse même préparer de la nourriture à ces brigades de veille. Il y a un contrôle des différents véhicules. Pardon, Maïga. Est-ce que ces organisations à faire Oui, des veilles, est-ce oui. que c'est sous l'initiative des populations ou bien c'est les nouvelles autorités L'initiative du des Niger qui vous populations. demandent? C'est sous l'initiative des populations. C'est sous l'initiative des populations. Moi, j'ai l'habitude de participer à ces veilles la nuit jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Et je peux vous garantir que le peuple est uni. Il est uni derrière le CNSP. Parce que ce peuple a été persécuté pendant plus de 10 ans. On nous avait interdit les manifestations. Ils ont emprisonné des dirigeants, des présidents de partis politiques. Dès que vous vous exprimez librement, que vous refusez de prendre leur chèque, ils vous emprisonnent. Et c'est normal que ce peuple qui a été frustré pendant des années, je rappelle qu'il y a aujourd'hui plus de 200 000 déplacés internes au Niger à cause du terrorisme. Quand le président de la République sort pour vous dire que les terroristes sont plus aguerris que nos propres militaires qui sont formés avec l'argent du contribuable, mais vous comprenez que c'est normal que le peuple aujourd'hui soit dehors pour défendre la patrie. Donc ça nous a permis vraiment de recoller certains pots cassés et d'essayer de consolider et d'avancer ensemble. Il y a vraiment des déclarations pratiquement chaque semaine, des manifestations. Même les villages, même les communes ont eu aujourd'hui à faire des déclarations pour soutenir le régime en place. Donc c'est pour vous dire que le régime qui était déchu, le régime déchu était vraiment impopulaire, c'était un régime illégitime. Et vous êtes en train de nous dire que finalement, sous Mohamed Bazoum, il y a eu des prisonniers politiques, c'est ça? Et des Effectivement, interdictions de manifester? il y a eu plus de 7 années où les Nigériens n'avaient plus pratiquement le droit de manifester. À chaque fois que vous voulez faire une manifestation, ils l'annulent, ils l'interdisent et ils font de la répression sauvage. Et ça, c'était une des caractéristiques de ce régime. Je me rappelle le CNDP qui est l'organisation autour de laquelle les différents partis politiques se réunissent pour discuter, était pratiquement suspendu pendant plus de 5 années. Et que dire de plus? Parce que on a eu des morts, on a eu des personnes emprisonnées. Je vous donne l'exemple du président de notre parti politique qui est le président Abdelrazak Tibriki, Maman, qui est jusqu'à présent emprisonné. Et il avait été emprisonné par le régime déchu, le régime de Bazoum. Et ils imposent, ils disent Que lui reprochait-on? dès que vous avez un discours panafricaniste, souverainiste, dès que vous avez un discours qui est vraiment qui tient la route et que vous leur faites des contre-propositions qui sont mieux que les leurs, ils vous emprisonnent. Et c'est la logique du régime déchu. Aujourd'hui, Abdurazak Jibriki, il est en prison. Ça fait pratiquement 2 mois, plus de 2 mois. Et je peux vous garantir que au début, ils avaient été même séquestrés. Ils avaient été enlevés, emprisonnés pendant plus de 2 semaines illégalement. Personne ne savait où ils étaient. Et parce que tout simplement, ils font des déclarations pour le peuple, des déclarations qui reflètent l'image de ce que le peuple veut, de ce que la jeunesse veut. On les a emprisonnés. Ils les ont emprisonnés avec des terroristes à la cellule antiterroriste. Vous imaginez un président de parti politique qui est reconnu légalement par la loi, qui se fait emprisonner avec des terroristes. On a eu aussi le cas des acteurs de la société civile qui ont été emprisonnés aussi. Il y a Abdoulaye Sedou qui a été relâché rien qu'avant-hier et lui, il était même accusé de terrorisme, vous imaginez?
Alors, vous êtes en train de nous dire, Maïga, qu'ils sont nombreux comme ça à être emprisonnés, c'est ça, les Oui, il y a beaucoup de politiciens. prisonniers politiques. Parce que le président Razak de la Ligue panafricaine Umoja, quand il avait été pris, il n'était pas le seul. Il les avait enlevés. Ils étaient trois présidents de partis politiques qui étaient regroupés au sein d'un mouvement politique panafricain appelé Madina Africa. Et les trois présidents sont jusqu'à présent emprisonnés. Alors que certains médias internationaux et une certaine communauté internationale présentent le régime Bazoum comme étant un pouvoir démocratique. Et avec vous, on est en train de découvrir tout le contraire. Il faut savoir que les médias internationaux occidentaux ou pro-occidentaux sont des médias qui agissent en fonction des intérêts de leur pays. C'est des médias manipulés. Ils ne sont pas indépendants, ils ne disent pas la vérité. Le régime de Bazoum était un régime démocratique pour eux, dans la mesure où c'est le régime qui leur permettait de venir faire ce qu'ils veulent chez nous. C'est le régime qui les accueillait à bras ouverts alors qu'ils venaient commettre des bourdes chez nous. C'est le régime à qui il donnait la parole pour mentir à la communauté internationale et ne pas dire la réalité du peuple nigérien. La réalité est que ils avaient le régime de l'ex-président Bazoum avait un projet de loi sur lequel, à travers lequel il voulait nous imposer 200 millions de francs CFA pour tout celui qui veut se présenter aux élections présidentielles et 50 millions de francs CFA pour ceux qui veulent se présenter aux élections législatives. Mais ça, c'est criminel dans un pays de pauvres où on vous parle du SMIC qui est à moins de 40 000 francs, 30 000 francs alors. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire 200 millions de francs CFA comme 200 millions de caution francs, c'est pas pour dans être un pays de candidat. pauvres. Il y a des dossiers de corruption, des dossiers de détournement de 200 milliards, de 70 milliards. Nous avons aujourd'hui le dossier du ministère de la Défense où l'achat des armes et autres. Il y en a qui se sont permis de détourner les milliards avec lesquels on devait payer l'armement, on devait payer les formations des militaires. Mais vous imaginez un régime sous lequel il y avait ces infractions et personne n'avait été emprisonné. Cela, c'est quelque chose qui est intolérable. C'est normal que le peuple soit avec les autorités d'aujourd'hui. Et donc, pour vous, tout ce qui se dit autour de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, ce qui se dit, bien entendu, par une certaine presse, c'est de l'hypocrisie, c'est cela? Bien sûr, c'est de l'hypocrisie de la part des médias occidentaux. Ils doivent dire la vérité au monde entier. Ils sont en train même de commettre une bourde, en train d'essayer de dire à la communauté internationale et aux différents et aux jeunes africains que nous sommes en train de quitter une puissance coloniale qui est la France pour aller dans les bras de notre puissance. Mais nous sommes désolés. Aujourd'hui, cela, c'est une absurdité totale. La Russie n'a jamais colonisé, la Russie dont il parle, bien sûr, n'a jamais colonisé un pays africain. La Russie nous a par contre aidé à conquérir notre indépendance lors de la période des indépendances. Et il faut savoir que les personnes qui brandissent les drapeaux russes ont pleinement le droit de les brandir, tout comme nous, on brandit les drapeaux nigériens. Ça ne Oui, mais veut pas. évidemment, à partir de ces faits, disons, lorsque on a vu les drapeaux russes être brandis disons, à Niamey, les gens ont pensé que c'est la Russie qui était derrière, disons, qui était en train d'instrumentaliser ces mobilisations, ces manifestations. Je vais vous dire que la Russie n'a pas à vouloir instrumentaliser vu qu'il y a déjà des personnes qui veulent que la Russie soit présente. Moi, je ne vais pas donner ma position sur la présence des Russes ou pas. Nous, ce que nous, on veut, c'est l'intérêt du Niger. Si c'est avec la Russie, si c'est avec la Chine, si c'est avec les États-Unis, et même si c'est avec la France, nous sommes prêts à aller dans une relation d'égal à égal, dans une relation gagnant-gagnant. Mais la relation dans laquelle il y a ce paternalisme dire que, de vouloir nous dire ce que nous devons faire, cela, on ne l'accepte pas et c'est ce que la jeunesse fustige. Aujourd'hui, c'est parce que les autorités françaises ont commis des boules que le peuple nigérien est en train d'exprimer son ras-le-bol en brandissant souvent des drapeaux russes. Et je rappelle aussi que la relation entre la Russie et le Niger, ce n'est pas aujourd'hui. Le Niger avait signé même un accord militaire avec la Russie en 2017. Donc, il ne faut pas qu'on oublie cela. Les accords, ça ne veut pas vraiment dire que nous sommes sous le joug d'une puissance quelconque. Les accords, ça peut aussi être le reflet
d'une coopération saine, d'une collaboration respectueuse, parce que c'est ce respect que nous, aujourd'hui, nous réclamons. Et si la France nous le refuse, parce qu'elle nous l'a déjà refusé, nous allons chasser ces bases militaires et nous allons la faire réfléchir. L'exemple est qu'aujourd'hui, vous voyez, la Chine a choisi le domaine économique, la Russie a choisi le militaire, la Turquie est un peu sur tous les points, et on a les États-Unis qui ont choisi la diplomatie. Et il y a aujourd'hui ce que les Français appellent un coup bas qui leur a été fait par les États-Unis en voulant envoyer une ambassadrice. Mais les États-Unis ne défendent que leurs intérêts. Les relations internationales, c'est les intérêts. Il n'y a pas de sentiment. Nous, Africains, aujourd'hui, nous avons compris cela. Nous, Nigériens, nous allons nous battre pour notre pays. Les troupes militaires françaises au Niger et les autorités, les nouvelles autorités du Niger ont demandé le départ de ces troupes. Mais du côté de Paris, on a dit non, catégoriquement non, que ces troupes ne partiront pas du Niger. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces troupes ne partiront pas du Niger, alors on verra. Parce que la jeunesse est mobilisée, les Nigériens sont mobilisés. Vous savez, cela a permis aux Nigériens aujourd'hui de comprendre qu'en réalité, la France n'a jamais été là pour nous aider. D'ailleurs, on n'a pas besoin de son aide. Nous, tout ce qu'on demande, c'est des collaborations respectueuses, c'est des relations saines, des relations gagnant-gagnant. Donc, si nous disons que nous sommes un pays souverain, nous ne voulons pas de ces bases militaires étrangères chez nous, parce que ces bases militaires n'ont pas apporté grand-chose. D'ailleurs, elles ont même eu à tirer sur la population nigérienne, mais comme le régime de Chine les a défendus, eh bien, ils sont les rois et les faiseurs de rois. Donc, nous allons faire partir ces bases. Je peux vous garantir que le peuple est mobilisé. Et si aujourd'hui, le peuple n'a pas eu à chasser ces bases militaires avec ses propres mains, c'est parce que tout simplement, les autorités actuelles ont fait barrage pour qu'on ne touche pas, pour qu'on ne touche pas à ces bases militaires. Mais ils ont déjà commencé à partir parce que il y a les Italiens et les Allemands ont commencé à partir. Donc, je pense que ça va suivre parce que nous avons déjà dénoncé les apports et c'est rompu. Juridiquement, ils n'ont plus le droit d'être sur notre territoire. Et qu'en est-il de l'ancien président Mohamed Bazoum? Que pense la population du Niger sur, bien entendu, Mohamed Bazoum? Est-ce que c'est déjà du passé ou il y en a qui attendent encore qu'il soit rétabli dans ses fonctions? Je peux vous garantir que c'est du passé pour le peuple nigérien parce qu'aujourd'hui, nous sommes soudés derrière les autorités actuelles. Les ex-ministres qui sont à l'extérieur chez leur maître là-bas en France et qui parlent de rétablissement ou d'une éventuelle attaque militaire, cela a permis au peuple et même aux membres de leur parti, leurs partisans, de comprendre que ces gens n'ont jamais aimé ce pays. Ils ne voient que leur intérêt. Et vu la manière dont ils ont abusé le pouvoir, ils n'ont jamais cru qu'ils allaient le perdre. C'est pour ça qu'il parle d'un certain rétablissement. Pour nous, le président Mohamed Bazoum, c'est du passé, c'est de l'histoire. Il est retenu, certes, c'est normal, mais je peux vous garantir que le peuple ne lui en veut pas tant parce qu'on savait que aussi l'ex-président avait un pied aussi dans son pouvoir. Donc, je peux vous garantir que les Nigériens sont passés à autre chose. Aujourd'hui, tout ce dont on a besoin, c'est cette soif de souveraineté, cette soif de développement, et nous allons créer les conditions pour vraiment avancer. Alors, avec vous, on peut mieux comprendre ce que fut finalement le régime Bazoum. Est-ce qu'on peut rester quelques secondes là-dessus pour que vous nous rappeliez finalement qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce régime? Ce régime a frustré le peuple. Il faut le comprendre. Ce régime a frustré le peuple parce que le peuple nigérien s'est vu interdire les manifestations pendant des années. Le peuple nigérien s'est vu interdire la parole sur la scène publique. Dès que vous avez des propos qui partent à l'encontre de ce que le régime dit, comme si eux c'était des dieux, alors qu'on est en démocratie, c'est le pouvoir du peuple et que c'est au peuple qu'on doit donner la parole, c'est à lui de s'exprimer et de donner son point de vue sur les situations, mais le régime vous emprisonne. C'est l'exemple de Abdelrazak Jibriki, le président de la Ligue panafricaine du Moja, qui est jusqu'à présent en prison, qui a été séquestré, qui a été d'abord enlevé et séquestré et qui aujourd'hui croupit en prison par la faute de ce régime. Donc, dès que vous avez des idées qui partent à l'encontre de ce que dit le régime, comme ils n'acceptent pas les débats, ils n'acceptent pas la contradiction, quelque chose qui devait être normal en démocratie,
ils vous prennent et ils vous accusent de coup d'État ou de tentative de coup d'État et ils vous mettent en prison. Aujourd'hui, au Niger, il y a beaucoup de prisonniers politiques. Il y avait beaucoup d'activistes de la société civile qui ont été emprisonnés. En dernier, nous avons Abdoulaye qui avait été relâché avant-hier, celui du M62, un mouvement de la société civile nigérienne. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Dès que vous sortez, vous dénoncez les bases militaires. D'ailleurs, il n'y a pas d'informations officielles sur ce que je vais dire actuellement, mais quand même, on sait que c'est une réalité parce que il y a des personnes à qui on avait proposé, des acteurs de la société civile et des acteurs politiques à qui on avait proposé tout simplement d'arrêter de parler des bases militaires, de parler de tout, mais de ne pas parler des bases militaires. Et suite à cela, on allait les relâcher. Mais tous ceux qui ont fait barrage pour dire non, on les a gardés en prison. C'est pour vous dire à quel point ce régime était dans le suivisme absolu de la France et des autorités françaises. Donc, c'était pas une démocratie réelle. Moi, je suis étudiant en sciences politiques. Donc, en tant que politologue, la démocratie qu'on nous a enseignée et qu'on nous a montré, la démocratie que nous avons lue, la démocratie que nous avons compris, ce n'est pas cela qui est appliqué au Niger par le régime dessus, qui était appliqué au Niger par le régime dessus. Parce que tout simplement, cette démocratie dit que la parole doit être donnée au peuple, le peuple doit avoir le dernier mot. Mais malheureusement, avec le régime, dès que vous parlez, si ce n'est pas dans leurs intérêts, dès que vous dénoncez leur corruption, dès que vous dénoncez leur manipulation, leur rachat de conscience, ils se permettent de vous emprisonner. Et ça, ce n'est pas vraiment de la démocratie, parce que la démocratie, c'est un régime dans lequel, c'est un système dans lequel le peuple doit avoir la parole. Et malheureusement, ce peuple ne pouvait même pas se faire entendre parce que tout simplement les manifestations étaient interdites. Est-ce qu'on peut parler de ces, disons, de ces conditions de détention parce que de plus en plus on en parle et il y a des alertes d'ailleurs qui sont lancées dans ce sens qu'il serait dans des conditions tout à fait précaires et qu'il manquerait même de la nourriture, de l'électricité. Qu'est-ce qu'il en est Soyons concrètement? réalistes, un ancien président, un président déchu, et un président qui est maintenu dans une villa, qui est maintenu par les autorités actuelles, et on nous raconte des choses comme ça. Je suis désolé, c'est faux, c'est archi faux. On voit des interventions de sa fille qui parlent du fait que le président ne disposait que de pâtes, il n'a pas de produits frais et autres. Mais c'est aussi la condition normale qu'ils ont adoptée de manière naturelle au peuple nigérien, qu'ils lui ont imposée. Alors, si vous me parlez du fait qu'il n'y a pas d'électricité, si on a fait une coupure chez nous, nous, le peuple, le président aussi doit savoir qu'il y a eu coupure et il doit aussi goûter un peu à cela. Donc, il n'a plus ses privilèges de président. Même si aujourd'hui, ils sont en train de faire de la propagande par rapport à cela, en disant que ces conditions sont précaires, le CNSP a été clair là-dessus et il a fait un communiqué en rassurant le peuple nigérien que l'ex-président est dans de bonnes conditions. Nous, on croit à ces informations officielles et on s'arrête là. Alors voilà, il y a une autre annonce qui a été faite par les nouvelles autorités du Niger, bien entendu, sur l'ex-président ou l'ancien président Mohamed Bazoum, c'est qu'il sera traduit en justice pour haute trahison. Comment est-ce que les Nigériens ont reçu cette information? Comment perçoivent-ils cette information? Je peux vous garantir que le peuple nigérien a reçu cette nouvelle avec toutes les acclamations possibles parce que la jeunesse nigérienne a été frustrée pendant de longues années. Et le pays est gangréné par la corruption. Le pays est gangréné par la corruption. Nous avons le rachat des consciences, nous avons l'emprisonnement abusif des politiciens, nous avons l'emprisonnement abusif aussi des acteurs de la société civile. Nous avons comment on appelle, les scandales de corruption qui n'ont fait suite à aucune interpellation, aucun jugement et aucune sanction. Donc, c'est normal que le peuple aussi voit cette poursuite pour haute trahison comme une norme aujourd'hui. C'est normal, moi, je pense, de poursuivre les anciennes autorités parce que c'est des gens qui se sont oligarchisés, ils ont oligarchisé le pays, ils se sont enrichis avec des milliards. C'est au Niger, on a vu des ministres qui sont milliardaires. Le rapport de la Cour des comptes, le rapport dernier de la Cour des comptes
fait état de tout. Vous pouvez le consulter, il est disponible sur le net. C'est un rapport qui est accablant, qui est choquant. Donc, on ne peut pas comprendre dans un pays de pauvres, dans un pays dit pauvre, il y a des ministres milliardaires alors que le peuple est en train de souffrir. On se demande d'où ils sortent cet argent. Ça veut dire que les détournements sont réels, même s'ils les fustigent. Donc, ils stockent l'argent chez eux. Il y a même des polémiques, des rumeurs ces derniers jours, selon lesquelles il y a eu des perquisitions chez les anciennes, les anciennes autorités, les autorités déchues, où on a retrouvé des centaines de milliards. Donc, c'est à vérifier quand même, mais le peuple a cru à cette information et c'est normal vu qu'il a subi pendant plus d'une dizaine d'années. Nous allons parler un peu du Niger vu de l'extérieur. Et là, je vais aborder un aspect qui fait couler tant d'encre de salive. C'est un peu comme une sorte de rivalité entre la France et les États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes informé de cet aspect de choses où la France serait lâchée par les États-Unis. Les autorités françaises sont naïves, naïves de penser que les relations internationales, c'est l'amitié. Les relations internationales ne sont pas des relations émotives. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des enjeux et des intérêts. C'est ce que la France doit comprendre. Parce que aujourd'hui, ça ne peut plus continuer qu'on dise qu'en Afrique, la France a toujours le dernier mot. Aujourd'hui, la Chine a choisi le domaine économique, les États-Unis ont choisi la voie diplomatique pour s'imposer dans le monde. Et c'est normal parce que les États-Unis ont des intérêts pour les Américains et non pour les Français. Si les États-Unis et la France avaient des intérêts communs qui pouvaient consolider et avancer, là, d'accord. Mais les États-Unis n'ont pas intérêt à suivre la France dans son aveuglisme de vouloir toujours avoir le contrôle. Et d'ailleurs, le fait que la France parte va permettre aux Américains, aux Russes, aux Chinois et à tous les pays du monde entier qui veulent aujourd'hui s'ouvrir au Niger, de pouvoir tisser des relations d'égal à égal, des relations d'égard, des relations gagnant-gagnant. Parce que le fait que la France ait le monopole de tout au Niger et dans la région ouest africaine fait que même les autres puissances sont bloquées dans leur partenariat, dans leur coopération, parce qu'ils sont obligés aussi de suivre une certaine logique imposée par la France. Or, cela ne les arrange pas. Donc aujourd'hui, elles aussi, ces puissances, elles sentent la liberté venir. Donc, nous serons libres et ces puissances aussi seront libres de collaborer avec nous pour que tout le monde se retrouve. Que pensez-vous de la posture affichée par la France sur cette situation, sur cette crise nigérienne? La posture affichée par la France, c'est aussi le reflet que donne la CEDEAO. Donc, c'est normal que la France refuse vu que ses intérêts sont menacés. Et ses intérêts, ce n'est pas nos intérêts aujourd'hui. Donc, c'est une lutte, c'est une guerre d'intérêts. C'est normal qu'ils essaient de nous combattre sur le plan international, le plan informationnel, le plan militaire. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi assez vigilants et nous allons rester concentrés. C'est de la naïveté des autorités françaises de penser que rester en Afrique éternellement. Aujourd'hui, l'Internet a permis et continue de permettre aux jeunes de comprendre mieux les enjeux internationaux. Donc, nous n'allons plus nous laisser faire. La France va devoir faire avec ses propres ressources ou venir signer des contrats d'égal à égal, gagnant-gagnant, et pour pouvoir se retrouver. Donc, ils vont devoir travailler pour s'en sortir, comme tout le monde. La France va devoir travailler pour s'en sortir comme tout le monde. En tout cas, merci Maïga Moulaye d'avoir été avec nous sur Télar TV, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja Niger. En tout cas, merci d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vais simplement vous rappeler, dans le cas où vous avez oublié, de cliquer sur le petit pouce en l'air, juste en bas de cette vidéo, et de partager massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez également à vous abonner pour recevoir les notifications toutes les fois que nous mettrons de nouvelles productions en ligne. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.